Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. C'est l'hécatombe sur nos routes. Cette semaine, de nombreuses personnes ont été tuées dans des accidents de voiture. Bientôt la suppression des surcoûts sur les appels téléphoniques entre les pays du G5 Sahel. À Ouagadougou, un projet allant dans ce sens est en train d'être étudié par les experts en communication. Au Sud-Soudan, un accord sur le partage du pouvoir a enfin été signé entre le gouvernement et les rebelles, un accord qui laisse espérer la fin de la guerre meurtrière qui ravage ce tout jeune pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. 8 personnes sont mortes et 14 autres ont été blessées dans un accident qui est survenu hier. À l'ouest de Boutilimite, un bus de transport est entré en collision avec un autre véhicule de type Renault. Tous les passagers de la Renault sont décédés sur le coup et quelques heures plus tôt, un autre accident, toujours près de Boutilimite, avait fait un mort, une femme et des blessés, dont certains grièvement. Les accidents de la route sont l'une des principales causes de décès en Mauritanie, comme nous le verrons avec Sid Ahmed Beyelato. Les accidents de la route en Mauritanie ne cessent de faire des victimes et engendrent des blessures humaines et ou des dégâts matériels. En une journée, 25 personnes sont mortes sur les routes mauritaniennes. Aujourd'hui, les statistiques officielles indiquent que 22 accidents de la voie publique ont lieu en Mauritanie chaque jour, à raison d'un accident toutes les heures, soit un décès toutes les 48 heures. De nombreux facteurs contribuent au risque de collision, tels que type de véhicule, la vitesse de circulation, l'environnement routier, l'expérience du conducteur, mais aussi son comportement et son état physique. On dénombre aussi des causes comme l'agressivité sur les routes, l'alcool, la consommation de la drogue, la distraction et l'inattention au volant, un danger responsable d'un accident sur 4, mais aussi la fatigue ou la somnolence au volant qui diminue la capacité de la conduite et peut être la cause de l'accident. Mais aussi et surtout la vitesse qui est l'une des premières causes d'accidents mortels. Mais aussi il faut dire que la vitesse inadaptée ne signifie pas forcément vitesse excessive, mais vitesse inadaptée aux conditions de circulation. En Mauritanie, pour remédier à ce taux excessif de mortalité sur nos routes, l'État doit imposer le bon comportement et le respect du code de la route, pour dissuader réellement les personnes qui se rendent coupables de négligence et des infractions responsables des accidents mortels. Le ministre de l'économie et des finances, Mokhtar Ould Diaye, et le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Abdelaziz Ould Dahi, participent aux travaux du groupe africain de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se tiennent à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ces réunions auxquelles prennent part les responsables des institutions de Bretton Woods, les ministres de l'économie et des finances et les gouverneurs des banques centrales de plus de 40 États africains et non africains vont passer en revue les voies et moyens de renforcer le développement économique à travers l'obtention de financement, l'élargissement des investissements du secteur privé et le développement du partenariat public-privé. L'enjeu des élections législatives, régionales et municipales de septembre prochain n'est pas à démontrer toute la classe politique qui prend part. Cette participation est certainement liée à la nouvelle loi électorale, mais il faut dire que le contribuable mauritanien tire son épingle du jeu à travers le versement des cautions au trésor public des candidats tête de liste. C'est Sidibé. Les élections législatives se dérouleront les 1er et 15 septembre 2018 afin de renouveler les 147 membres de l'Assemblée nationale. Des élections municipales et régionales ont lieu simultanément. En vertu de la loi électorale, les différents candidats à ces échéances doivent verser une caution au trésor public, notamment pour chaque tête de liste. Pour les législatives, 10 000 émerauds, 5 000 émerauds pour les municipales et 5 000 émerauds pour les régionales. Cette fois-ci, le trésor public est le premier gagnant de ces élections. La quasi-totalité de la classe politique participe à ces échéances électorales, ce qui rend important le nombre de candidats et donc une chance pour le contribuable public. Les partis politiques dont le boycott était le cheval de bataille ont dû être contraints à participer aux jeux politiques. En effet, il y a la menace de la nouvelle loi électorale qui dissout de facto tout parti politique qui ne prend pas part à 2 consultations électorales successives. Cette loi est assurément pour quelque chose dans le retour des formations politiques autrefois abonnées au boycott.
L'autre aspect de cette même loi, introduite récemment à la faveur de la nouvelle législation modifiant certaines dispositions de la loi 2012-024, qui avait elle-même reformé certaines dispositions de l'ordonnance 91-24 du 25 juillet 1991 régissant les partis politiques et le versement d'une allocation de 40% de manière égale aux partis politiques engagés dans les élections et ayant totalisé plus d'1%. Les 60% restants sont attribués aux mêmes formations politiques, mais en fonction des suffrages exprimés à leur faveur. Et nous le disions donc dans les titres, au Burkina Faso, les experts du G5 Sahel en matière de télécommunications viennent de proposer une feuille de route pour la suppression des surcoûts sur les appels téléphoniques entre les pays membres. Réunis à Ouagadougou, donc, les experts remettront la feuille de route au chef d'État du G5 Sahel pour une mise en œuvre de ce projet, un projet qui entre dans le cadre du volet développement de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Selon les experts du secrétariat permanent du G5 Sahel qui ont analysé la faisabilité du projet, ceci permettra aux populations de conserver non seulement leur numéro d'appel, mais aussi de communiquer au tarif local en cas de voyage. Cette suppression des frais liés à l'itinérance devrait être une réalité pour l'ensemble des opérateurs de télécommunications dans tous les pays du G5 Sahel en mars 2019. Et au Mali, après l'annonce des résultats provisoires du premier tour de la présidentielle, les candidats avaient jusqu'à samedi soir pour déposer leur recours devant la Cour constitutionnelle en cas de contestation. Le délai est maintenant expiré et au moins 3 candidats ont saisi la haute juridiction. Sid Ahmed Beyelato. En effet, les avocats du candidat qualifié pour le second tour, Soumaïla Cissé, a saisi la haute juridiction. Une vingtaine de recours ont été déposés, a indiqué Thiébé Dramé, le directeur de campagne du chef de file de l'opposition. Mais aussi, 2 autres candidats malheureux, Ali Diallo et Cheikh Modibo Diarra, ont apporté le recours à la Cour constitutionnelle dans la journée hier samedi. À cela s'ajoute une requête en récusation de 6 juges sur 9, car le directoire de campagne du candidat Cissé les soupçonne de ne pas être neutre. Parmi les juges visés par la requête, la présidente de la Cour constitutionnelle. Finalement, au-delà de la contestation des résultats du premier tour, l'objectif serait d'empêcher à cette juridiction de délibérer, car pour la délibération, il faut au minimum 5 juges sur 9. De son côté, la Cour constitutionnelle a d'ores et déjà annoncé dans un communiqué que les résultats définitifs seront proclamés ce mercredi. En ce qui concerne le second tour, des consignes de vote toujours attendues, plusieurs candidats malheureux du premier tour sont en phase de réflexion afin de déterminer à qui d'Ibrahim Boubacar Keïta ou de Soumaïla Cissé ils comptent porter leur soutien. 3 autres candidats qui envisageaient rapidement de soutenir le même homme pour le second tour ont également, de leur côté, décidé de poursuivre leurs négociations ce dimanche. Arrivé en 3e position, l'homme d'affaires malien Ali Diallo est toujours plus dans la contestation des résultats que dans les négociations du second tour. Ce premier faiseur de roi de l'élection d'après les résultats provisoires est cependant déjà sollicité. Selon un de ses proches, il écoute, mais ne commente pas pour le moment. La décision de l'ex-premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra, est elle aussi très attendue. Arrivé 4e avec 7% des suffrages exprimés, ce dernier a commencé des tractations. D'abord par des consultations. Des membres de son parti s'expriment et il y aura 2 autres étapes avant la décision finale. Il faudra donc probablement encore attendre 48 heures pour savoir quelles seront les consignes de vote. Et au Zimbabwe, après une semaine électorale tendue, le pays enterre ses morts. Plusieurs victimes de la répression donc, ont été enterrées. Mercredi, l'armée a réprimé une manifestation de l'opposition en tirant à balles réelles, tuant au moins 6 personnes et en blessant plusieurs dizaines d'autres. 5 autres personnes ont également succombé lors de cette manifestation. Dans la foule, pas de colère, mais surtout de la consternation. En quelques jours, le pays a basculé de l'espoir suscité par les élections à une violence qui rappelle les années du régime Mugabe. La société civile demande une enquête sur les abus de l'armée dont elle dénonce l'utilisation excessive de la force. La justice zimbabwéenne n'a pas tranché hier sur les cas de la vingtaine de contestataires emprisonnés depuis jeudi après la victoire contestée du président sortant Emerson Mnangagwa qui a appelé à l'apaisement dans l'espoir de tourner la page de l'ère Mugabe. Et au Soudan du Sud, le gouvernement et les rebelles ont signé aujourd'hui à Khartoum un accord sur le partage du pouvoir, une initiative qui doit mettre fin à la guerre civile meurtrière ravageant le plus jeune pays du monde. Ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés en 4 ans.
En vertu de cet accord, Riek Machar va intégrer un gouvernement d'unité nationale et devenir premier vice-président. Riek Machar était déjà le vice-président de Salva Kiir, qu'il a accusé en 2013 de fomenter un coup d'État contre lui, plongeant le Soudan du Sud dans la guerre. L'accord a été signé en présence du président soudanais Omar al-Béchir, de ses homologues du Kenya, d'Ouganda et de Djibouti, alors que plusieurs diplomates étrangers étaient également présents. Et au Congo, alors que Joseph Kabila poursuit ses consultations pour chercher un candidat à la majorité, les candidatures se multiplient dans les rangs de l'opposition, même si on parle de plus en plus de candidatures uniques. Il ne reste plus que 3 jours pour le dépôt des dossiers, la clôture étant prévue pour le 8 août. Parmi les ténors, Moïse Katumbi a été pour la 2e journée consécutive refoulé à la frontière zambienne, alors que Jean-Pierre Bemba a pu lui rentrer dans son fief hier à Gemena, où il a été accueilli par ses partisans venus par milliers à l'aéroport. Pour le camp présidentiel, le retour de Jean-Pierre Bemba montre qu'il n'y a pas de problème de démocratie au Congo. Sur les réseaux sociaux, ce deux poids, deux mesures étonne. Les Druzes israéliens descendent dans la rue. Quelques 50 000 membres de cette communauté musulmane ont manifesté hier à Tel Aviv contre une nouvelle loi controversée qui, selon eux, porte atteinte aux droits des minorités. La loi votée le 19 juillet avec le soutien du Premier ministre d'extrême droite, Benjamin Netanyahou, définit Israël comme l'État-nation du peuple juif. La minorité druze, qui représente 130 000 personnes vivant principalement dans le nord d'Israël, demande à la Cour suprême de statuer sur ce texte législatif. Les Druzes, qui parlent l'arabe et professent une foi issue d'un islam très hétérodoxe, effectuent leur service militaire obligatoire et servent dans l'armée israélienne, contrairement aux Arabes israéliens. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite le rappel des principaux titres de ce journal. C'est l'hécatombe sur nos routes. Cette semaine, de nombreuses personnes ont été tuées dans des accidents de voiture. Bientôt la suppression des surcoûts sur les appels téléphoniques entre les pays du G5 Sahel à Ouagadougou. Un projet allant dans ce sens est en train d'être étudié par les experts en télécommunications. Au Sud-Soudan, un accord sur le partage du pouvoir a enfin été signé entre le gouvernement et les rebelles, un accord qui laisse espérer la fin de la guerre meurtrière qui ravage ce tout jeune pays. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.